Bienvenue, Houssine Saf. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la commission Relations avec le monde de l'éducation et des médias à l'APEBI. Oui. On va parler avec vous de compétences technologiques, de marché de compétences, de bassin d'emploi. On entend de tout, fuite de cerveau, on ne trouve plus de développeurs, d'informaticiens, d'ingénieurs informatiques en tout cas spécialisés. Est-ce que tout ça, alors qu'il y a beaucoup de défis qui s'offrent à nous, la 5G, la fibre optique, un monde qui est de plus en plus numérisé, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Et quel est votre point de vue? Alors justement, on a atteint un peu le seuil critique parce que généralement, tous les secteurs se comptent sur les universités, les grandes écoles pour former leurs compétences. Et on s'est rendu compte au niveau du secteur des technologies de l'information et de l'offshoring que les métiers changent rapidement et les dernières statistiques donnent que pratiquement 60% des métiers actuels vont disparaître d'ici quelques années, d'ici 2030. Disparaître, mais il y a une autre école de pensée qui dit transformer. Alors, c'est les 40%, les 40% restantes qui vont se transformer. Donc, il y a une transformation totale des 100%. Donc, ce que vous dites, c'est que d'ici à l'horizon 2030, c'est ça? Oui. Donc, il y aura 60% des métiers existants qui vont disparaître dans les complètement. nouvelles technologies, offshoring, qui vont disparaître. On n'a plus besoin. Et 40% qui vont se renouveler, en fait. Les 40% restantes sont obligés de muter, de faire leur mutation. Ça, c'est une réalité qu'on connaît d'ores et déjà. Absolument. Une fois qu'on a ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'APEBI? Que font les pouvoirs publics? Que font les acteurs concernés? C'est la grande question. Et derrière, il y a toute une série de problématiques. Parce que la première contrainte, c'est que l'offre académique, elle est en inadéquation avec les besoins du marché. C'est-à-dire l'offre universitaire? L'offre universitaire des grandes écoles publiques et privées. Donc, on recrute des ingénieurs dans notre secteur et on est obligé de les former, de compléter de renforcer leurs compétences. Ce qui représente une charge pour l'entreprise. Alors cette charge... C'est ça en fait que vous êtes en train de dire? Absolument, c'est une charge supplémentaire, c'est un investissement. Mais est-ce que vous interpellez, vous, les universités, les grandes écoles, pour leur dire attention? Les élèves que vous formez aujourd'hui, ils ne sont plus en... L'économie, en tout cas le secteur des nouvelles technologies, on n'en a pas besoin. On ne cesse de le répéter dans les symposiums, dans nos contacts, dans nos négociations avec l'État. Vous savez que l'APEBI a 30 ans d'existence. Elle est un interlocuteur incontournable dans tous les chantiers de l'État depuis la stratégie Maroc numérique 2009-2013, puis stratégie digitale 2020. Donc on nous consulte, donc on alerte. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de Rabat, du côté du ministère de tutelle? Vous savez que les universités sont autonomes. Chaque région, il a une université. Donc le cursus universitaire, il y a une autonomie. C'est hermétique. C'est important ça. Aujourd'hui, il y a deux sujets qui concernent l'école. Un, tout un bras de fer politique sur oui ou non pour l'enseignement de matières scientifiques en français. Le débat est centré là-dessus. Et deux, des enseignants qui réfutent le statut que l'État veut leur donner parce qu'il y a une régionalisation de l'éducation avec les AREF. Absolument. Donc ça, c'est les deux tendances. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à côté du débat, puisque vous me dites, nous, on a un besoin en matière de ressources et de compétences qualifiées technologiques. Absolument. Et que là, on bataille sur les langues dans les matières, en biologie et en physique. Et le comble, c'est que cet investissement, cet effort d'investissement que les acteurs technologiques font pour adapter, renforcer les compétences des lauréats qui sortent chaque année, ils sont vraiment... Il y a une hémorragie. On les forme, on investit, puis ils disparaissent. Et là, les statistiques officielles prouvent que 600 ingénieurs qui partent chaque année. Oui, alors ça vous pose problème? Comment? Est-ce que ça vous pose problème en tant qu'acteur du secteur? Est-ce que dans la nouvelle technologie, on en forme 4000 par an, à peu près 4000 ingénieurs sont formés par an, entre 3500 et 4000. Même si effectivement on est loin des 10 000 qui étaient promis, mais le fait qu'il y en ait 600 qui partent, ça veut dire, et alors? C'est qu'ils ont pu trouver aussi des opportunités ailleurs, mais qu'il en reste 3500. Non, on n'est pas contre. Oui. Mais ce qui nous alerte le plus, c'est cette partie de ceux qui partent qu'on a déjà formés.
chez qui on a fait des investissements. C'est-à-dire, ils ont été formés à l'école, à l'université, et ils ont été formés par l'entreprise. Par l'entreprise. Et donc, ensuite, les ils s'en vont. stages, ils s'en vont. Et on ne peut pas les retenir. C'est quel type de profil? Alors, son profil développeur, donc on a même fait une cartographie des métiers qui sont les plus demandés. Quels sont les profils et les métiers où il y a le plus de turnover, en fait, en tout cas de fuite, de départ? Alors, les nouvelles technologies de blockchain, de tout ce qui se rapporte au cloud, tout ce qui se rapporte à cette technologie mobile. Développement mobile, consultant big data, je vois un peu les data scientists. Exactement. C'est tout ça en fait où il y a une véritable hémorragie. Voilà. Pourquoi ils partent? Alors, ils partent parce qu'ils trouvent des offres meilleures qu'ici. Et les entreprises. Donc ça veut dire qu'ils quittent le Maroc? Ils quittent le Maroc, ils trouvent des emplois, ils sont bien accueillis, ils touchent des salaires mieux, beaucoup mieux que ceux qui sont proposés ici. Quelle est la solution? La balle est dans le camp de l'entreprise, dans le camp des pouvoirs publics, pour essayer d'apporter des solutions, voir une régulation à ce niveau-là. C'est une problématique collective. Et nous, on n'est pas resté au niveau de la PIB les bras croisés. Donc, on a fait tout un benchmarking, on a identifié les métiers dont on a besoin et on a essayé d'être un peu proactif pour identifier les nouveaux métiers qui auront vraiment une pression. Ceux qui vont naître en fait et qui vont apparaître dans les prochaines années. Parce qu'il y a des prémices. Il y a des prémices. Et on a établi une cartographie de 14 métiers, 14 formations. On va voir l'exemple de deux métiers, par exemple, deux, trois métiers qui vont apparaître et que vous avez, je pense, c'est une liste que vous avez soumise. Non, nous avons une liste pour compléter la formation parce qu'il y a le Java, les bases de données, les services web, les développeurs, Framework React, JS, Framework Node, JS. Vous avez remis. Et il y a aussi les anciens systèmes, le COBOL par exemple. Personne n'en parle, mais il y a des acteurs qui utilisent encore. Donc, aucune école ne forme ce genre, parce que c'est obsolète, mais déjà, nous avons des systèmes qui marchent. Pourtant, encore. on voit plein de formations sur le digital, sur les nouvelles applications technologiques. Mais il y a les formations transversales. Il y a plusieurs types. Parmi ces 14, on peut faire une typologie rapide. Il y a les métiers classiques comme le COBOL, il y a les métiers, un métier transversal comme langue, les soft skills, gestion de confiance, coach, parce qu'il ne suffit pas d'être un bon développeur. Tout ça aujourd'hui, on n'a pas. Non, on a, mais pas suffisamment. Non, pas suffisamment. Et on n'est pas, j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas resté les bras croisés. On a. Vous avez fait tout un travail de radioscopie, diagnostic. Absolument. Je suppose que vous avez remis sur le bureau de Moula Hafid Alami. Oui, un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Othman Ferdaous, le secrétaire d'État en charge de l'investissement de l'économie numérique. Ils sont preneurs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, ils sont preneurs et on a signé, il y a même pas un mois, une convention avec l'ANAPEC, justement, pour apporter une solution participative. Quelle est la solution participative? Alors, c'est cette certification de qualification professionnelle. Oui. Il suffit parmi ces 14 modules d'avoir au moins 5 modules. C'est le minimum pour avoir une formation assurée par l'ANAPEC. Absolument. Financée par l'État. Entièrement. Financé par l'État, exactement. Et pas par le privé. Le privé, il apporte les formateurs parce que c'est pas ces formateurs-là. Non, j'ai bien compris, c'est intéressant parce qu'on est en plein dans l'écosystème en fait. Alors, il y a pour l'effet de rattrapage sur les nouveaux métiers d'avenir, aujourd'hui où on accuse un vrai déficit, vous êtes posé avec le ministère de tutelle, on est bien d'accord, et vous avez trouvé un écosystème donc avec ministère de tutelle, donc État, ANAPEC et secteur privé. Et ce secteur privé ne s'est pas limité à identifier ces formations et apporter les mentors, il offre également la formation par alternance, parce que c'est ça la problématique majeure. Une partie à l'école, une partie en centre de formation et une partie en entreprise. Ces formateurs, ils sont marocains ou étrangers? Alors, c'est un socle qui propose de former d'abord des tuteurs au sein de ces entreprises. Donc, si j'ai bien compris, ça peut être des formateurs, des super formateurs étrangers qui vont former des tuteurs marocains qui ensuite vont former des populations en formation. Étrangers, on a toutes les ressources. D'accord. Donc on a ce qu'il faut au niveau marocain. Non, on a tout ce qu'il faut. Vous n'allez pas faire appel à des compétences en termes de formation et de formateurs étrangers? Non,
pas du tout. Et les universités injectent chaque année, les grandes écoles, un grand nombre de stagiaires, mais qui sont livrés à leur propre sort dans les entreprises. Donc, le bénéfice, il laisse à désirer. Mais si parce que la CGM milite depuis très longtemps aussi là-dessus. Exactement. Donc, on a obtenu gain de cause. Oui. On est sur la bonne voie. On peut le dire. On est fiers de parvenir à un modèle de formation qui est, et c'est pour la première fois au Maroc, que le privé, l'employeur lui-même, propose un cursus que l'État accepte, enseigne et finance. Ça, c'est pour ça qu'à partir du moment où l'État finance quasiment tout, c'est ce que vous avez dit, 100%, absolument. Parce que le financement de l'État, c'est l'argent des contribuables, c'est nos impôts. Oui, oui. Donc il faut effectivement aussi que la part du privé aussi, c'est de jouer les jeux, d'améliorer peut-être le cadre de vie aussi au sein même de l'entreprise. On est bien d'accord. Exactement. C'est ce qui est sorti dans beaucoup de rapports aussi, parce que l'affût des cerveaux, c'est essentiellement parce que la qualité de vie au sein de l'entreprise. Exactement. Les niveaux de revenus. Vous donc l'État fait un effort conséquent, donc on est bien d'accord. Absolument, on est conscient. Est-ce que toutes les entreprises technologiques marocaines, ou en tout cas installées au Maroc, s'engagent aussi à revoir leur grille de salaire et améliorer les conditions de travail? Alors, l'engagement, il est actuellement au niveau des membres de la PEBI. On est à peu près 225 start-up. Ouais. Ces membres, on va commencer par ce type d'engagement des membres de la PEBI. Et c'est un exemple démonstratif qu'on aimerait bien que les autres ONG, que les autres... mais commencez-vous à faire déjà, et après je pense que exactement. la CGM, si vous faites à fond, voilà, si vous faites déjà, ça soit superposable, si c'est une bonne et duplicable pratique. à d'autres. Mais est-ce que c'est quoi ça? Est-ce que ça veut dire, je crois que le premier critère, c'est les départs des filles des cerveaux, y compris des compétences technologiques marocaines à l'étranger. C'est le cadre de vie global, c'est le cadre de vie au sein de l'entreprise, et la rémunération arrive en troisième ou en quatrième point en termes de motivation. Est-ce que du coup, toutes les entreprises affiliées à la PEBI sont prêtes aussi et s'engagent à faire un effort, y compris financier, pour relever un peu le niveau de salaire? Vous savez, on ne peut jamais être aussi compétitif que ce qu'offrent les entreprises européennes. Parce que le niveau de vie n'est pas le même. Et même si on est tenté, séduit par un haut salaire, mais vraiment avec les charges, qu'est-ce qu'il en reste? Donc, c'est toute proportion gardée. On est conscient qu'un employé, un ingénieur, il faut qu'il trouve, qu'il sent un peu de bonheur dans son travail. Le bonheur au travail, vous savez, maintenant, c'est une source de performance. Oui. Le management... c'est pas maintenant, ça fait 20 ans que c'est le cas et au niveau de la Silicon Valley. Mais on prend conscience un peu en retard. Malheureusement, on prend cette conscience un peu en retard. Et le bonheur au travail pour les entreprises affiliées à la PEBI, ça se traduirait par quoi en termes d'environnement? Alors, c'est offrir d'abord une bonne formation, parce que en plus des enseignants, des professeurs qualifiés, il y aurait des mentors, patrons d'entreprise qui partagent leur expérience avec les étudiants, qui les accueillent en mettant à la disposition d'un tuteur bien formé, bien coaché pour que le séjour de stage alternance soit le plus profitable possible pour le jeune et qui peut vraiment se solder par un recrutement ou un embauche. Par une embauche directe. Sur les nouveaux métiers, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de robotisation, de réalité augmentée. Est-ce que la plupart des métiers et des nouveaux métiers que vous avez shortlistés et que vous avez remis au ministre Moula Hafid Alami et entre autres, en tout cas au pouvoir public, il y a des métiers qui découlent directement de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, des objets connectés, avec nous l'arrivée de la 5G à l'horizon 2020-2021, de la fibre optique, tout ça, tous ces enjeux-là. Voilà, vous savez, pour être dans les radars technologiques mondiaux. Le privé ne peut pas investir dans la formation. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas un formateur, ce n'est pas une académie. C'est un créateur de valeur. C'est un créateur de valeur. Mais une entreprise qui ne pratique pas l'intelligence artificielle en ce moment, comment voulez-vous qu'il investisse en termes de formation? Il faut d'abord qu'il investisse dans l'infrastructure et dans l'importation de cette technologie. Et ce n'est pas un travail seulement du privé, il y a les universités et la recherche et développement. Quand on est dans un nouveau monde technologique, numérique et autres, est-ce qu'on attend que les besoins s'expriment ou on anticipe les besoins? Alors, l'anticipation, elle a un coût. Parce que, oui.
Mais l'anticipation, tout a un coût. L'anticipation, pour moi, c'est plus un investissement qu'une dépense. L'anticipation a son coût. Et il faut du courage pour anticiper. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que l'anticipation, aujourd'hui, ce n'est pas une question de vie ou de survie pour l'entreprise? C'est l'innovation d'abord. Anticiper ensuite. L'innovation, c'est lié, non, entre Voilà. innover et anticiper. Et une entreprise, quel que soit son niveau et ses ressources, ne peut pas innover sans mettre main dans la main avec l'université, avec les laboratoires de recherche et développement. Donc, alors, les laboratoires de recherche et développement, vraiment, il y a des contraintes. Donc, ce n'est pas le moment de les citer, mais... c'est vous rapprocher des laboratoires d'université ou alors vous rapprocher du monde de l'entreprise et de ces grandes entreprises aujourd'hui qui vont devoir... Parce que vous savez que les entreprises marocaines vont devoir se battre sur les marchés internationaux. Il va falloir sortir de ces zones de confort. C'est où sont les nouveaux relais de croissance. Donc, je me dis il va falloir qu'ils soient dotés d'un bras armé qui n'est pas que financier, mais qui est l'innovation. Alors, pour être compétitif, pour être proactif, il faut bien sûr investir dans la recherche et développement. Maintenant, qui peut investir? Les laboratoires universitaires, ils sont là avec toute l'infrastructure, toutes les ressources qualifiées pour produire. Mais il faut un financeur. Oui. Vous savez actuellement... Il y a deux modèles qui existent dans le monde. Oui. Le modèle américain, c'est l'entreprise qui finance. On est bien d'accord? Oui, et partout. Et ailleurs, il y a partenariat public-privé. C'est le privé qui cofinance. Nous, au Maroc, est-ce qu'on va essayer de trouver un modèle intermédiaire de financement? Alors, tant qu'on se dit qui va financer, on peut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais se mettre d'accord sur un modèle, à mon avis, ça permettra d'accélérer les choses. À ma connaissance, et je peux être un peu méchant dans ce sens, que les acteurs privés n'osent pas financer la recherche et développement. Pourquoi? Alors, parce que c'est fiscalisé. Elle n'est pas défiscalisée. Donc, on va attendre les assises de la fiscalité. Encore faut-il que ce soit aussi une doléance portée par les... Exactement. Moi, par les entreprises. Je connais des start-up qui investissent dans la recherche et développement, bien sûr, toute proportion gardée avec leur budget, mais c'est à fond perdu. Donc, ils payent la TVA, ils payent l'IS, ils payent tout sur ce qu'ils investissent comme recherche et développement. Sauf que l'État doit avoir une garantie. C'est qu'on fait de la vraie innovation. On ne fait pas de la fausse innovation. C'est comme, vous savez, c'est comme la recherche. C'est faire de la vraie recherche. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Je veux bien que les fassent, parce que l'État qui fait une concession avec une carotte fiscale pour encourager l'innovation et le financement dans les laboratoires de recherche, c'est un manque à gagner pour l'État. Alors, par les temps qui courent, c'est un peu compliqué. Alors, la meilleure façon de booster le financement par le privé de la recherche et développement, c'est de prévoir des crédits recherche et développement conditionnés. Donc, si on ne remplit pas nos conditions, on n'est pas exonéré. Donc, on fait de la vraie recherche et de la vraie innovation. Absolument. Parce que peut-être que certains, jusqu'à présent, ont fait de la fausse recherche. Non pas produit de la recherche réelle, en tout cas. Pour le moment, on exige des opérateurs privés de faire de la recherche et développement, alors que même le décret qui statue sur les honoraires des doctorants, des chercheurs, alors mais il leur propose des rémunérations minables. Donc comment voulez-vous, de l'autre côté de la barrière, que les gens soient motivés, les chercheurs, les thésards, Ça va, en tout cas, il va falloir trouver une solution très rapide et un modèle en tout cas efficient. On connaît la problématique. Oui, on connaît les mots. On connaît les solutions. Oui. Il y a toute une panoplie de solutions. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Avec tout ce torrent, ouragan, tsunami technologique qui arrive, oui. Est-ce qu'il y a encore le temps d'agir? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez, jamais trop tard pour bien faire, mais il faut commencer. On a commencé au niveau de la PIBI pour résoudre cette problématique parce que justement on forme. C'est-à-dire réduire le turnover de départ de compétences à l'étranger. Il ne faut pas que la formation soit vue comme un module standard. Non, le modèle qu'on a mis en place et qui est valable aussi pour les fibres optiques et pour la 5G, tout ce qui arrive, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. Et tout, c'est renforcer les compétences existantes, reconvertir les gens qui travaillent sur des anciens métiers, assurer l'alternance et des stages réels et efficaces et remplacer la fuite des compétences.
Même en faisant appel à des ressortissants africains pour renforcer l'offre et la Il n'y a compétitivité pas de du mal, Maroc. on est tous africains, marocains, on est africains. Donc, Non, je parle des pays du d'avoir Sud. une vision continentale. Une vision continentale. On ne peut pas trouver une solution maroco-marocaine. Donc, on est dans un écosystème africain. Il faut qu'on pense, que nos décideurs, nos acteurs privés pensent au niveau de cet écosystème continental. D'autant plus qu'il y a des pays du continent, essentiellement en Afrique de l'Est, qui sont Absolument. beaucoup plus dynamiques que nous en matière de Ils ont de bons ingénieurs. Ils ont nouvelles technologies. Ils aiment le Maroc et nous, c'est réciproque. Donc confiant, Hossein Saf. Ah oui. On va relever ce défi de Oui. l'ère digitale et de l'ère du numérique Déjà, avec des vraies compétences marocaines qui Absolument. seront au rendez-vous. Déjà, lorsqu'on trouve que... Parce que vous avez vu ce qu'on a fait là, jusqu'à présent. On a passé des semaines et des mois à se lamenter parce qu'il y avait 600 ingénieurs qui quittaient le pays chaque année. C'est ce qu'on nous a dit. Vous avez vu dans toute la Oui, presse. oui, bien sûr. Une fois bien sûr. maintenant, on rentre les mouchoirs, on arrête de pleurer et on se met à travailler. Voilà, on a pris le redresser la taureau barre. par les cornes et on a commencé. Voilà le cursus. Voilà, c'est une première au Maroc. Merci, Et hein. on est très fiers. Merci en tout cas, Hossein Saf. Vous êtes fiers en tout cas, vous avez le sourire. Absolument, parce que terminer sur une note positive. Ouais, mais maintenant, on va vous suivre aussi pour savoir si les chiffres sont atteints. Contrepartie de l'État qui s'engage à payer toute la formation et les formateurs et l'entreprise qui... Et tout ça, ça ne touche que 4 000 par an. Alors que 4 000 par notre an. ministre s'est engagé sur 500 000 formations d'ici 8 ans. Commençons par 4 000 par an. Il y a bien formé 4 000 par an. Exactement, par Et des après, régions. Voilà, parce qu'il y a aussi, vous avez vu, il y a aussi des centres de formation de métiers de compétences aussi qui seront installés progressivement dans toutes les régions du pays. Et ce Donc, qui est, travaillons aussi en bonne intelligence en faisant, exactement, en ce qui est optimisant très- et en mutualisant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé un intérêt explicite et un engagement de la part de plusieurs écoles supérieures, privées et publiques, qui veulent vraiment se lancer avec nous dans cette... et se s'occuper. Et ces 14 métiers, c'est pas limitatif, ça Du coup, serait évolutif. Hossein Saf, le débat sur la langue, le français et l'anglais comme langue d'enseignement, c'est la préhistoire. Vous savez, le français, lui seul, n'est pas... Oh, le français ou l'anglais, vous avez tout le débat qu'il y a aujourd'hui politique avec... Non, il faut qu'on soit... C'est quoi la langue technologique? C'est l'anglais. Ouais. Non, mais la langue technologique, c'est la langue intelligente et intelligible C'est l'anglais. qui permet d'accéder au savoir. C'est l'anglais et malheureusement que ce dossier est politisé et on continue encore à perdre du temps et de l'énergie en perdant du temps sur ce faux débat. Alors que les enjeux sont ailleurs. Absolument. Et encore, y compris dans tout ce que vous avez pu lister et dire depuis tout à l'heure sur 60% des métiers qui vont disparaître à l'horizon 2030 et 40% des métiers qui vont être transformés. Et donc le défi à relever, c'est de former déjà dans un premier temps, ne serait-ce que 4 000 personnes, 4 000 jeunes chaque année bien formés aux nouveaux métiers technologiques. Merci en tout cas. Oui. Maintenant, il y a un dernier mot, c'est qu'avoir un diplôme, c'est vraiment une honte si on se limite à À le montrer. à l'afficher. On présente plus son Finalement, c'est un diplôme qui est obsolète la première année. Vous savez, moi ce que je dis, c'est mon école de pensée, c'est on exprime ses compétences. On n'a pas besoin de montrer un diplôme. Absolument. Merci en tout cas, Hossein Saf. Je rappelle que vous êtes président de la commission en relation avec le monde de l'éducation et des médias à l'APEBI. Et donc merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite une belle journée.